Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Non, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons Vanessa Boussardeau, vice-bâtonnière du barreau de Paris et par ailleurs originaire de Guadeloupe. Bonjour, chère Vanessa. Bonjour, ravie. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être interviewée dans le cadre de ce podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement. Vous êtes avocate bâtonnière du barreau de Paris et vous avez fondé le mouvement Bâtonnière du Monde. Racontez-nous le contexte dans lequel vous avez décidé de vous engager dans cette voie. C'est une vaste question. Ce que je fais aujourd'hui, alors peut-être de manière résumée, et puis vous m'orienterez dans les questions et dans mes réponses. Je suis donc, comme vous l'indiquiez, vice-bâtonnière du barreau de Paris. Parallèlement, et avant d'être vice-bâtonnière, je suis avocate pénaliste depuis bientôt 20 ans. Vous avez fondé Bâtonnière du Monde. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle inspiration et j'aimerais bien que vous nous racontiez ce que c'est, pourquoi vous l'avez créé et quels sont les objectifs que vous poursuivez. Alors, dans le cadre de mon mandat, effectivement, je porte un certain nombre d'engagements, puisque lorsque nous étions en campagne avec Pierre Hoffman, qui est le bâtonnier de Paris, et je suis la vice-bâtonnière de Paris, nous avons été élus le 29 juin 2023 pour un mandat de 2 ans, 2024 et 2025. D'accord. Et c'est vrai que dans les engagements forts que nous portions pendant la campagne, celui de l'égalité femmes-hommes était extrêmement présent parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent aussi au sein de la profession d'avocat. On pourrait croire que parce que c'est une profession par définition juridique, parce qu'on est au cœur de la loi, au cœur du droit, au cœur de la justice, on serait d'une certaine manière une profession exemplaire en termes d'égalité, et la réalité est tout autre. Aujourd'hui, voilà, ça reste plus difficile encore pour les femmes, cet exercice. Même si nous avons évidemment de vraies réussites, de belles réussites, des femmes qui sont de vrais modèles et qui sont bien évidemment choisies, désignées pour leurs compétences. Et vraiment, de ce point de vue-là, on a beaucoup de modèles et d'exemples de réussite, mais néanmoins, d'une manière assez globale, ça reste plus difficile pour les femmes en termes d'association dans les cabinets, les postes à responsabilité. Il y a encore un certain nombre d'archaïsmes qui demeurent aussi dans notre profession. La parentalité, la maternité en l'occurrence, reste perçue comme un véritable frein dans la carrière des femmes. Dans les 10 premières années de carrière, les avocats qui quittent la profession d'avocat sont essentiellement des avocates. Et cela n'est pas lié à un manque d'ambition ou à un manque de compétences ou de combativité, mais en réalité, c'est un tiraillement vie personnelle, vie professionnelle qui est particulièrement fort et particulièrement prégnant dans cette profession. Et il est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, les femmes nous quittent et cette fuite des cerveaux est inacceptable. Et il me semblait essentiel de pouvoir, une fois élu, une fois en fonction, agir, en tout cas à notre mesure. Personne n'a de baguette magique, mais je crois beaucoup aux petits pas. Je crois beaucoup aux petites pierres comme ça qui sont posées, mais qui, au final, facilitent le quotidien. Et c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de mesures que nous avons portées ont été votées par le Conseil de l'Ordre et sont aujourd'hui en place. Il faut maintenant qu'elles gagnent à être connues. Ce sont des exemples, il y en a plusieurs. Notamment, on a mis en place des mesures telles que
secours diligence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous avez beaucoup de femmes qui se retrouvent à 8 mois de grossesse, 9 mois de grossesse, encore en audience, à venir solliciter le renvoi de leur affaire. Nous avons mis en place un pool d'avocats qui sont payés par l'ordre et qui se déplacent pour venir assurer un renvoi pour une avocate qui est en congé maternité, pour une avocate qui est empêchée tout simplement eu égard à sa grossesse. On a ouvert un salon d'allaitement à la Maison des avocats en septembre dernier, en septembre 2024. Cela pouvait apparaître comme symbolique ou anecdotique, et je crois qu'il n'en est rien. Je crois qu'en réalité, c'est au contraire. C'est pratico-pratique, au contraire. C'est très pratique, c'est très concret, et c'est aussi un moyen de montrer aux femmes, et en l'occurrence aux avocates, une fois le congé maternité terminé, lorsqu'elles reprennent leur activité, elles ont à leur disposition des dispositifs qui leur permettent de prendre aussi soin d'elles. Une micro-crèche du barreau de Paris est aussi en cours de création. Il n'y a à ce jour jamais eu de crèche du barreau de Paris. On sait la difficulté globale pour l'accès aux places en crèche, et la situation est d'autant plus tendue aussi pour les professions libérales et pour les avocats. Et très souvent, les femmes se retrouvent quelques semaines avant la reprise de leur activité sans savoir encore quelle est la solution, et ça a été mon cas à titre personnel, et ça me paraissait important d'œuvrer en ce sens. Donc c'est un projet qui est en cours de réalisation, le budget a été voté, l'appel d'offres maintenant pour le prestataire a été lancé, donc il n'y a plus qu'à, ça suit son cours. C'est très important, effectivement, c'est la pratique, c'est le quotidien qui entrave aussi beaucoup la carrière des femmes et leur accession à des postes de responsabilité. Exactement. Et donc, cette microcrèche est en cours de création. Évidemment, le nombre, par définition, d'une microcrèche est limité, mais je crois beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, je me répète, mais à la politique des petits pas. Absolument. Et peut-être que dans quelques années, lorsqu'on se retournera, on se dira, désormais, le barreau de Paris a 2-3 microcrèches dans différents arrondissements. Donc, c'est la première pierre. Et c'est en partant de constats tels que ceux-ci, c'est-à-dire que pour les femmes avocates, la maternité est souvent perçue comme le frein à la carrière, comme la première cause de discrimination dans le cadre de leur carrière. Et en parlant autour de soi, je me suis rendu compte, alors c'était pas une nouveauté, je n'apprenais rien d'une certaine manière, mais qu'on partageait ces mêmes problématiques, que l'on soit en France ou à l'étranger. Et c'est comme ça aussi qu'a germé, et je réponds donc avec un certain retard. Mais j'allais vous relancer là-dessus sur les bâtonnières du monde. Germé Bâtonnières du monde. C'est en partant de ce constat que à Paris, puisque je parle pour Paris, mais Paris c'est on est 34 000 avocats, c'est le premier barreau de France, premier barreau européen, donc il y a quand même une certaine représentativité de ce barreau. C'est plus difficile pour les femmes. Et on se rend compte que c'est plus difficile pour les femmes si vous allez à Madrid, si vous allez à Barcelone, si vous allez à San Francisco. Et je me suis dit qu'il y avait en réalité quelque chose à faire pour appréhender ces difficultés, ces contraintes, ces freins pour les femmes, non plus d'un point de vue avec un regard exclusivement français, mais de manière globale. Et justement, là, j'aimerais que vous nous racontiez un peu ce que vous faites dans Bâtonnières du monde. Alors, Bâtonnières du monde, c'est un collectif à ce jour que j'ai lancé en octobre 2024. Nous étions lors de la signature une quinzaine de bâtonnières et vice-bâtonnières à signer cet appel. Appel pour un respect des droits, un appel pour l'égalité tout simplement entre les hommes et les femmes, un appel à réfléchir à la gouvernance aussi par les femmes, puisque c'est aussi l'enjeu de ce collectif. Et aujourd'hui, donc à quelques mois déjà de distance, nous sommes déjà plus d'une quarantaine de bâtonnières et vice-bâtonnières à avoir rejoint le collectif, et j'avoue que j'en suis assez satisfaite. Donc pour l'instant, nous sommes encore dans la phase où on s'accroît en essayant d'avoir le plus de femmes d'origines diverses. Alors, je ne vais pas vous citer les 40 noms, mais on a évidemment l'Europe avec Berlin, le barreau de Berlin, le barreau de Barcelone, le barreau de Madrid, une ancienne présidente de la Law Society, mais on a aussi la première bâtonnière du barreau d'Abidjan, on a également la RDC, Madagascar, Hong Kong vient de nous rejoindre, et puis aussi les barreaux américains tels que la bâtonnière de San Francisco, la bâtonnière de Dallas.
Donc vous voyez, c'est en réalité la première bâtonnière en Algérie. Et donc l'idée étant d'avoir le regard le plus large et le plus global possible, puisqu'on a un constat et un point de départ qui est commun, évidemment avec des degrés différents. En fonction de la région du monde, ça va de soi. Mais plus nous sommes nombreuses, plus notre regard s'enrichit. Donc on est dans cette phase-là. Aujourd'hui, vous faites quoi concrètement ? Alors, aujourd'hui, que fait-on ? On fait... il y a plusieurs étapes. Alors, on a moins d'un an d'existence. Oui, non, j'ai bien entendu que vous êtes en phase de dynamique de croissance. Exactement. Ouais. On est post-lancement, si je puis dire, mais on agit d'ores et déjà, notamment en faisant le tour dans nos barreaux des actions qui sont menées en faveur de l'égalité au sein de nos différents barreaux. L'idée étant d'en dégager ensuite des guidelines, des lignes directrices pour se dire peut-être que Barcelone appréhende cette difficulté-là, les bonnes pratiques de telle manière, exactement, un partage de bonnes pratiques, tout simplement, et en français, les bonnes pratiques. Nous, à Paris, voilà ce qu'on a mis en place pour lutter face aux difficultés de harcèlement ou discrimination qui peuvent aussi avoir cours au sein de la profession. On a créé une ligne d'alerte éthique qui est externalisée au barreau. Ça peut intéresser tel autre pays. Donc mettre en commun toutes les actions qui sont réalisées par les femmes à la tête de barreau à travers le monde et pour trouver une forme de dénominateur commun pour s'enrichir les unes les autres et donc enrichir au final nos barreaux. Il y a une question aussi de solidarité un lien qui se crée. Tout à fait. C'est-à-dire que la première strate, c'est évidemment l'échange des bonnes pratiques, vous le disiez, mais bien évidemment, c'est aussi et surtout la constitution d'une communauté forte de femmes qui dirigent des barreaux. Et je crois beaucoup, c'est une phrase que je répète souvent, mais parce que c'est tout simplement ce que je pense. Je crois à cette époque où nos sociétés, la démocratie est quand même malmenée dans le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois beaucoup à l'outil que constitue le droit, au levier que constitue le droit. Et des femmes qui sont à la tête de barreaux, je trouve, ont un regard particulièrement affûté sur la question de la justice. Dans le contexte actuel de montée des autoritarismes, de recul des démocraties, on a quelques sujets de démocrates qui dérivent ou de démocratie qui dérivent. Il y a Trump, il y a Netanyahou, il y a Erdogan. On aurait une longue liste. Il y a une prolifération des conflits dans le monde aussi, de la violence et par la force, c'est-à-dire le gouverner par la force. Il y a justement vous, femmes de droit, et vous, les bâtonnières du monde, quelle est la pierre que vous pouvez espérer apporter pour qu'on se recentre un peu sur nos valeurs humaines, tout simplement, et qu'on se rappelle que sans le droit, il n'y a pas c'est la barbarie. Tout est dit, c'est-à-dire que on est fragilisés tous de manière globale et collective. On est fragilisés dans nos fondements, on est fragilisés dans ce qui nous apparaissait être un acquis, et on se rend compte que le socle démocratique, il est en réalité régulièrement et facilement contesté. Donc ça, c'est effectivement un constat. Le monde va mal, et pour autant, on le voit, rien n'est jamais acquis, mais le droit, c'est notre boussole. Le droit, c'est le levier. Et même lorsque ça va mal, il nous appartient, à nous particulièrement, et je crois que plus que jamais, on a besoin de la justice, on a besoin de rappeler ce qu'est la justice, ce qu'elle apporte à notre société, mais surtout le regard qu'on doit avoir sur la justice, qu'on doit porter. Aujourd'hui, on est dans une forme de contestation assez générale des institutions, mais il y a plus que jamais une soif et un besoin de justice. Les gens ont envie et ont besoin de justice, mais elle est contestée dans son institution. Et totalement. En étant au cœur du droit, d'une certaine manière, dans notre quotidien, eh bien, je trouve que nous avons aussi une forme de responsabilité, de dire, voilà quels sont nos fondements, voilà quels sont nos principes généraux, voilà ce sur quoi reposent nos démocraties et pourquoi on les a constituées et construites de cette manière-là. Et je pense que cette parole-là, on peut se dire, oh là là, la parole face aux actes, c'est peut-être un peu faible. Eh bien non, je crois au contraire que plus que jamais, on a besoin de voix qui rappellent et qui recentrent, et qui recentrent sur nos fondamentaux. Vous avez créé Bâtonnière du Monde, vous n'avez pas créé Bâtonnier du Monde. Est-ce que, pour autant, vous vous définissez comme une féministe ? Difficile aujourd'hui de ne pas se considérer féministe. Qui est contre l'égalité ?
Comment être contre l'égalité des rémunérations ? Comment être pour l'égalité d'accès aux postes à responsabilité ? Donc oui, bien sûr, évidemment, et sans nuance. Ma direction, c'est l'égalité. C'est vrai que c'est bâtonnière du monde, vous avez raison, c'est pas bâtonnier du monde. Il n'est pas pour autant excluant. Il s'agit de réfléchir avec un angle un peu différent. Comment on dirige un barreau, comment on dirige une institution d'avocats lorsqu'on est une femme. Et ça pose la question de la gouvernance par les femmes. Ça veut dire qu'elle est meilleure, ça veut dire qu'elle est différente. Absolument. Et que cet angle de vue un peu différent, il est nécessaire, je crois, aujourd'hui, de lui laisser une place particulière. C'est vrai que toute la question de la gouvernance, même mondiale, se pose en ces termes-là aussi. Quand on a des hommes violents et brutaux au pouvoir, on a des guerres et on piétine le droit. On le voit avec un certain nombre sur le droit international, sur la manière dont le droit international est dénié. Donc comment on peut après respecter le droit national si on n'est pas capable de respecter le multilatéralisme qui est quand même jusqu'à présent le garant de la paix? Mais je suis d'accord avec vous. Écoutez, longue vie à Bâtonnière du Monde, parce que je pense que c'est vraiment un point important. On passe, si vous voulez, à la deuxième partie de cette interview. Nous allons donc aborder, si vous le voulez bien, votre vie plus personnelle. J'aimerais que vous nous parliez de votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse, votre vie personnelle actuelle. Quelles sont vos distractions, vos hobbies, vos activités autres que professionnelles et militantes? Je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne, les Hauts-de-Seine, pour tout vous dire. Comme vous l'indiquiez, je suis effectivement originaire de la Guadeloupe, puisque ma maman est née en Guadeloupe et a vécu en Guadeloupe jusqu'à sa majorité. Et puis, elle est arrivée ensuite dans l'Hexagone. Pour ma part, je suis née ici. Je suis allée à l'école donc en banlieue parisienne. Et puis, j'ai fait, de manière assez classique, des études de droit à l'université Paris 10 Nanterre, on l'appelait comme ça à l'époque, puis à Assas pour un troisième cycle. Et je suis devenue avocate. Au départ, ma formation était plutôt et même totalement civiliste. Et puis, vous voyez, c'est en faisant un stage, lorsque j'étais à l'école d'avocat, j'avais envie de procès. À cette époque, je lisais beaucoup de grands procès. J'avais envie de l'audience, de ce cérémonial. J'avais envie de ça et j'ai donc fait un stage auprès de Pierre-Olivier Sûr. Et voyez, ce stage qui devait être une forme de parenthèse dans mon parcours, dans ma formation de civiliste, s'est transformé en une... Est-ce que c'est la vocation? En tout cas, une révélation, puisque j'ai passé 10 ans dans ce cabinet à ne faire au final que du droit pénal. Voilà, et c'est dans ce cadre que j'ai ensuite été élu secrétaire de la conférence, et c'est en fait pendant un an, il y a 12 jeunes avocats qui ont un monopole, on va dire, sur les affaires criminelles, et c'est vrai que c'est très formateur. Donc là, je vous ai tracé un parcours en quelques lignes. J'étais au départ pas forcément destinée à tout ça, puisque ma mère était très éloignée du monde du droit. Et pour autant, j'ai été aspirée par cela, et c'est vrai que ça a été une évidence. Lorsque je suis arrivée sur les bancs de l'université, en tout cas en droit, parce que j'ai fait une petite année par un détour en médecine, là c'était effectivement une erreur de parcours, je pense, d'orientation. C'était pas fait pour moi, en tout cas les sciences n'étaient pas faites pour moi. Mais lorsque j'arrive vraiment en droit, j'adore. Voilà. Et là, je sais que je suis à ma place. J'aime le raisonnement juridique, j'aime le syllogisme juridique. Je suis à ma place. Et puis, être avocate est alors, à ce moment-là, pour moi, ça relève du domaine du rêve. C'est-à-dire que lorsque je rêve, à ce moment-là, je me dis j'espère que j'y arriverai, quoi. Alors que j'étais plutôt bonne élève, très sérieuse. Mais ça relevait de mon regard et la perspective que j'avais à l'époque, quelque chose de très lointain quand même. Pas du tout, en tout cas, dans mon cercle immédiat. Quand on vous entend, on n'a aucun doute sur le fait que c'était la bonne voie. En tout cas, voilà, ça a été pour moi à ce moment-là une évidence. Puisque vous parliez de la mini-crèche, est-ce que je peux vous demander en tant que mère, de nous dire quelques mots en tant que... Oui, bien sûr. Oui. Je suis la maman de 2 jeunes enfants, puisque j'ai
une grande fille, si je puis dire, de 7 ans et demi. Oui, c'est pas très grand encore. Mais elle tient à son et demi. Oui. Donc, voilà, qui a 7 ans et demi, et un petit garçon qui a 3 ans. Et c'est vrai que, évidemment, je suis très, très fière. Et voilà, ils sont ma réussite. Mais je vous parlais de cela tout à l'heure parce que, vous voyez, cette volonté d'avancer aussi sur ces sujets de maternité pour les femmes en général et pour les avocates en particulier, c'est que on est confronté à ça. Voilà, 15 jours avant de reprendre mon cabinet, puisqu'après avoir passé 10 ans dans un cabinet, j'ai créé le mien. Je ne savais quand même pas comment j'allais m'organiser. Et ça, c'est quand même une réalité. Et puis, j'ai voulu porter plus loin, d'une certaine manière, mon engagement pour la profession en me lançant dans une campagne pour être vice-bâtonnière. Et lorsque je prends cette décision, mon petit garçon n'a alors qu'un mois. D'accord. Donc, on va dire que j'ai vécu tout ça de manière totalement concomitante. Voilà, je me lance en campagne. C'est énorme, quoi, en même temps en fait, je ne sais pas si c'est énorme. Je crois que pour les femmes, c'est jamais le bon moment. Donc, c'est vrai que si on analyse les choses de manière très, très cartésienne, on peut se dire, est-ce le bon moment et d'ailleurs, c'est très variable en fonction de chacune. Mais on a tendance, nous les femmes, je crois, j'aime pas les généralités, mais quand même à se dire... là, c'est pas le bon moment. Là, je veux rentrer dans ce cabinet, c'est peut-être pas le moment. Je veux être associée, je vais peut-être pas faire le 3e. C'est jamais le bon moment. Donc, quand ils sont tout petits, c'est difficile. Lorsqu'ils sont ados, donc, je crois vraiment, sincèrement, qu'il nous appartient de faire les choses lorsqu'on estime que c'est le moment. Lorsque j'étais en campagne, on a pu me dire, mais est-ce bien raisonnable, Vanessa? Oui, on ne poserait pas la question à un homme. Vous me l'enlevez de la bouche, puisque d'autres candidats étaient très jeunes parents aussi, candidats hommes, j'entends, vraiment de bambins, et la question n'était pas évoquée. En revanche, tiens, c'est quand même étonnant, mais il me semble qu'elle a eu un bébé il n'y a pas si longtemps. Bon, est-ce bien raisonnable? J'espère quand même que vous y arriverez, que vous occuperez bien de vos enfants. Et ça, ce sont quand même des choses qu'on renvoie souvent, très souvent aux femmes qui culpabilisent et je crois que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de faire un modèle. Je sais pas s'il faut se lancer de front dans des responsabilités hautes et puis une vie de famille, mais en tout cas, lorsque c'est son choix, il faut y aller. Absolument, oui. Heureusement qu'il y a que les femmes engagées font ce choix de dire j'y vais et coûte que coûte, comme on dit, coûte que coûte, dans la mesure où c'est une question de force et la ressource, la force, on l'a en soi. On l'a en soi. Oui, c'est pas peut-être le terme. C'est peut-être pas coûte que coûte, parce que c'est pas quoi qu'il en coûte, hein. Il s'agit pas de sacrifier. J'ai pas dit quoi qu'il en coûte, d'ailleurs. Il s'agit pas de sacrifier en aucune manière. Ni l'un ni l'un ni l'autre, mais évidemment, les enfants, n'ont pas choisi. Donc, il s'agit en aucune manière de sacrifier leur bien-être et évidemment leur lien, leur rapport. Ça, c'est une évidence avec leurs parents et avec leur maman. Mais c'est un choix qui est personnel. Et on ne doit pas s'entraver parce que... ce n'est peut-être pas totalement raisonnable, ce n'était peut-être pas le bon moment. C'est à nous de savoir cela. Absolument. Bravo. Pour compléter justement cette partie plus personnelle, est-ce que vous êtes d'accord pour jouer au questionnaire de Proust revisité? D'accord. On y va? On essaye. Le principal trait de votre caractère? Combative. La qualité que vous préférez chez un homme et chez une femme? L'honnêteté. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La fidélité. Votre principal défaut et votre principale qualité? Je suis peut-être un peu trop impatiente. Ça peut être un peu pénible. Et ma principale qualité, j'espère être à l'écoute. Est-ce que vous avez un rêve de bonheur? C'est pas très original, mais moi, mon bonheur, c'est ma famille, quoi. Hein. Donc, mon bonheur, c'est le bonheur de ma famille. Quel est le pays où vous désireriez vivre? Très sincèrement, la France. Oui. Vous avez une couleur préférée? Le bleu. Une fleur préférée? Je dirais l'hortensia. Ah. L'oiseau? L'hirondelle. Quels sont vos auteurs et autrices favoris? J'en citerai une, Maryse Condé. Est-ce que vous avez une musique préférée? J'aime par-dessus tout Nina Simone, de tout temps.
quelle que soit l'humeur, Nina Simone. Et l'adolescente que j'ai été il y a de nombreuses années maintenant. Pas si nombreuse que ça. Oh, quand même, l'adolescence, Oui. quand même. Hein. Facile 30 ans, là. Hein, donc, c'est quand même... était très, très fan de Michael Jackson. Ah, d'accord, oui. Ok. Et au niveau des arts, de manière générale, tous les arts, est-ce qu'il y a un ou une artiste qui vous touche particulièrement ? La photographie. Ah oui. Enfin, un photographe contemporain, Thomas Klotz, qui est par ailleurs mon conjoint. Ah, bah voilà. Ceci explique cela. Sans doute. Votre cuisine et votre plat favori ? J'en ai pas. Je suis pas très drôle, moi. Hein. J'en ai pas. Mais Vous cuisinez Bof, c'est pas trop votre truc ? Bof, je suis pas très forte. Mais le poulet rôti, frites, salade du dimanche, j'avoue que comme je vous comprends. Ça, j'adore. Mais c'est pas la bonne réponse. Hein. Mais, si, mais le poulet bien rôti, oui. bonne frite, ça, je prends. Est-ce que vous avez un mot favori ? J'aime beaucoup l'esthétique du mot évanescent. Je trouve ça très joli. Et est-ce qu'il y a une réforme politique que vous considérez avoir fait avancer la société ? Alors, il y en a beaucoup. Mais si là, j'en citais une, je pense, alors une loi, la loi du 15 juin 2000, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est précis, mais vous allez nous le raconter. Mais pour les pénalistes, c'est la loi qui renforce la présomption d'innocence et qui protège les victimes. Et je trouve qu'elle est plus que d'actualité. Et elle a notamment introduit l'appel pour les procès d'assises. C'est-à-dire que jusqu'en 2000, il n'y avait quand même pas d'appel pour les procès d'assises. Elle introduit le juge des libertés et de la détention, ce qui signifie qu'un juge d'instruction ne peut plus placer en détention provisoire. C'était le cas par le passé, c'est un autre juge. Et je trouve que pour la procédure pénale, ça a été une loi très importante. Je ne peux pas m'empêcher aussi de citer la loi qui, en 2011, rend la présence de l'avocat obligatoire en garde à vue. C'est assez spécifique, mais je trouve que pour le quotidien des justiciables, ça améliore la société. Vous répondez en femme de loi, et c'est ce qu'on vous demande à la limite, heureusement. Alors, je suis dans mon thème. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie ? Ne jamais rien s'interdire, au sens de rêver haut, de rêver grand. C'est-à-dire que... C'est très beau ce que vous dites. Merci, mais en fait, j'emprunte ça un peu à ma mère, qui n'a pas eu l'opportunité de pouvoir faire des études. Dans les années 50, en Guadeloupe, c'était pas forcément évident, mais qui m'a toujours porté, alors là, c'est l'enfant un peu de sa mère qui parle, mais vraiment, les études, l'éducation, la formation, c'est ce qui émancipe d'une certaine manière. C'est une des questions que je pose souvent, c'est avez-vous des héros ou des héroïnes ? Et souvent on me dit ma mère. C'est la réponse que j'aurais faite à cette question parce que très clairement c'est le cas. Je considère que si j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir exercer la profession... que vous rêviez de... oui, mais je me suis aussi permis de la rêver, vous voyez. C'est-à-dire que Absolument. J'étais à Colombes avec ma maman, qui était très très loin du droit, qui était secrétaire. Il n'y avait pas de limite, c'est-à-dire que c'est l'école, ce sont les études qui permettent de réaliser les choses. Alors, il y a des obstacles, il y a des freins, il y a des difficultés, il y a des échecs, ça c'est la vie. Mais il faut rêver, voilà. Et se rêver grand d'une certaine manière, elle ne me l'a pas dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu et que j'espère le transmettre. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est nos propres limites. Bien sûr, on a tous nos limites, nos failles, mais il faut rêver. Absolument. Donc, je vous pose la dernière question, qui est justement, quelle question vous auriez aimé que je vous pose ? Êtes-vous heureuse ? Pour vous répondre. Alors, êtes-vous heureuse ? Oui. Bon. Il faut prendre. Il faut être capable de dire oui lorsque ça va. Eh bien, écoutez, bravo et merci beaucoup, chère Vanessa Boussardo. C'était un plaisir d'être à votre micro. Merci beaucoup. Ça l'était pour moi aussi. Merci. Merci infiniment. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées
avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.